Bonjour Hervé. Voilà, je suis très content d'être chez toi. Bon, tu nous accueilles dans ta maison, remplie de sautés et de livres Et de Macral. et de maquerelles. Voilà, donc on peut dire que tu es donc auteur. Oui, Tu es passionné depuis tout petit, évidemment, des légendes. oui, c'est exact, oui. Voilà. Je me Et souviens que tout gamin, j'avais été fort impressionné par justement des histoires de sauter, de trous de sauter que mes grands-parents racontaient parce ouais. que bon, il n'y en avait pas tellement loin de chez eux. Et disons que l'intérêt a continué. Quand j'étais à l'université en Romane, nécessairement les nains sont arrivés je dirais Dans dans ta le vie. programme. Et donc j'ai vraiment pu me rendre compte que c'était un domaine très, très sérieux. Et bon, parmi d'autres sujets, j'ai continué à les fréquenter de près autant que possible. Et c'est vrai que c'est tout un univers qui est extrêmement intéressant parce que bon, c'est aussi en relation et avec la nature et avec les êtres humains dits de taille normale. Est-ce que tu peux nous parler de... Alors, on connaît les Newtons, on a traité un petit peu le sujet dans d'autres, avec d'autres rencontres. Alors, le sauté, déjà, on le trouve dans une région Oui, particulière. le sauté, disons que c'est si je puis dire, le Newton de la moitié est de la province de Liège. Donc jusqu'à la frontière allemande. Et c'est un petit personnage qui peut être assez susceptible, comme le sont en général d'ailleurs les nains de légende, mais qui est aussi volontiers farceur, qui s'est donné un coup de main dans les travaux des champs, qui est un expert, si je puis dire, dans la connaissance des animaux. Et c'est vrai que, un petit peu comme en Bretagne, on dit que, comment dirais-je, un troll, pas un troll, Corrigan. un corrigan, à l'île de Bréa, bon, c'est un plus pour l'agriculteur. Eh bien, ici, c'est vrai que les sautés sont vraiment des petits bonshommes qui donnent des coups de main aux agriculteurs quand, bon, par exemple, c'est l'époque de la moisson et qu'un orage menace, etc. Donc, bon. Mais c'est vrai, j'ai dit, ils sont susceptibles, il ne faut pas les vexer, hein. Et alors, il y a évidemment le thème, mais qu'on retrouve ailleurs aussi, mais enfin, qui a des implications très, très localisées dans notre région, parce que on peut vous dire, ah ben oui, une telle, elle est impliquée dans cette histoire-là. C'est l'histoire du sauté amoureux. Et le sauté amoureux, bon, c'est évidemment je dirais un petit sauté qui s'éprend d'amour pour une jeune fille, par exemple, qui travaille à la ferme, la fille du fermier, des choses comme ça. Et alors, évidemment, il est très attentionné pour elle, etc. Mais ça suscite la jalousie je dirais des garçons du village. Et comme j'ai dit, les sautés sont des experts dans l'agriculture, etc. Donc, avec l'aide du sauté, le fermier voit ses affaires qui vraiment vont très bien, ça prospère bien, etc. Et alors, finalement, les garçons du village sont tellement gênants par leurs sous-entendus, etc., et des questions assez grivoises finalement, que la jeune fille, fort embarrassée, et je dirais son père aussi, euh, décide qu'il faut quand même essayer que le sauté s'écarte. Alors là, il y a différents moyens qui sont employés. Bon, c'est généralement
un peu, un peu scatologique, c'est-à-dire que on conseille à la jeune fille de s'asseoir sur le fumier en mangeant une tartine, ce qui fait qu'évidemment le sauté arrive, est absolument offusqué de voir ça, il comprend que bon, il n'est plus le bienvenu. Donc, il s'en va, mais comme il s'en va, ben, je dirais que lui et ses collègues qui donnent un coup de main dans les champs, bon, arrêtent évidemment d'aider le fermier. Donc, les affaires du fermier périclitent et finalement, ben, personne n'y a gagné parce que bon, la jeune fille n'est plus un parti intéressant puisque son père n'est plus un fermier opulent. Oui, il y a un côté donnant-donnant, enfin, il y a un côté Oui, enfin, là-dedans. c'est-à-dire il y a, on peut dire qu'il y a un côté un peu moral, si je puis Oui, dire, voilà. là-dedans. Bon, ben, c'est qu'il faut quand même pouvoir accepter la différence. Je dirais que de nos jours, c'est la leçon qu'on peut tirer de ces légendes. Je dis bien ces légendes parce que ce ne sont pas des contes, ce sont des légendes parce que chaque fois, c'est très imbriqué, si je puis dire, dans des terroirs bien précis, quoi. C'est des belles Oui, ben rencontres. les massotés, ce sont des sautés, mais de la région plutôt de Vielsalm. Donc, c'est exactement le même type de personnage, mais la dénomination change un peu en fonction, je dirais, de particularismes locaux, quoi. Les Macrales, Sur oui, les évidemment, Macrales, voilà. Vielsalm est devenu un lieu très célèbre dans ce monde-là, il y a chaque année, aux environs du 21 juillet, un grand festival de sorcières. Mhm. Il faut bien se rendre compte que les sorcières sont finalement des personnes qui sont très victimes d'a priori. Mhm. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'était une macrale? C'était dans un village une personne qui avait des connaissances, je dirais, plus approfondies dans le domaine de l'herboristerie, enfin, Une sorte de guérisseuse. oui, donc tout ce qui est connaissance de la nature, en Mhm. quelque sorte, Mhm. et qui s'en servait d'ailleurs comme les rebouteux, Mhm. pour aider des gens qui souffraient, etc. Mais alors, bon, ce pouvoir qu'elles avaient inquiétait un petit peu aussi. Et évidemment, il y en a peut-être qui avaient des dispositions moins favorables vis-à-vis du peuple, parce que là aussi, elles pouvaient être vexées de certains traitements qu'on leur infligeait. Mais alors, bon, le côté magie, finalement, qu'on pensait trouver dans leur capacité, dans leur connaissance, etc., euh, a rendu la population très méfiante. Et donc, on se gardait des sorcières qui étaient généralement, je dirais, des femmes seules, vivant un peu à l'écart. Et fatalement, elles étaient un peu différentes de la population du reste du village, parce que justement, elles allaient, je dirais parfois au petit matin, cueillir telle ou telle herbe, etc. Donc, elles étaient différentes et c'est toujours ce problème d'assumer la différence et bien sûr une population euh, qui ne réfléchit pas tellement est vite influencée par des bruits qui courent Les et remous. donc et c'est comme ça que finalement euh, à l'époque où vraiment on craignait beaucoup le diable, etc., notamment au moment de la réforme, parce que bon, là il y a évidemment beaucoup de craquements, si je puis dire, dans les croyances. Les sorcières ont été poursuivies en justice, donc il y a des procès de sorcellerie. Bon, on a les minutes de certains de ces procès, c'est absolument atroce, parce que quand on voit les arguments sur lesquels Bah oui. l'accusation s'appuie, bon, ça remonte parfois à 50 ans. Parfois, c'est aussi simplement le fait que
euh, bon, tel jour, elle est passée près de ma vache, elle l'a caressée. 3 jours après, ma vache était sur le point de mourir. Bon, c'est évidemment des choses qui sont effrayantes pour la population, mais qui ne reposent finalement sur rien. Hein. Il y a des coïncidences malheureuses. Et bon, c'est ce qui fait que les sorcières ont une telle mauvaise réputation, alors que, moi je dis bien souvent, ce sont des victimes, parce que quand on voit alors la suite des procès, c'est-à-dire les exécutions, donc brûlées vives, etc., c'est absolument, je dirais, inhumain. On a fait les deux, on va dire, personnages un peu phares de la région. Là, on est du côté de Liège, hein, c'est ça? Atheux, plus précisément. Oui, oui. Arthur, il y a évidemment un personnage, si je puis dire, tout à fait particulier, Ouais. enfin qu'on retrouve ailleurs en Ardennes, mais enfin qui est très typique ici, c'est le Verbouc. Ah, le Verbouc, oui, tout à Le fait. Verbouc du château de Franchimont. Mhm. Et le Verbouc, en fait, euh, c'est un personnage d'origine diabolique d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand le seigneur de Franchimont est parti en croisade, bon, évidemment, il laissait le château un peu démuni, et c'est comme ça est intervenu le Verbouc, qui est donc en fait un, un disciple du diable, mais chargé de surveiller le château, donc d'empêcher qu'on vienne piller, etc. Et alors, ce Verbouc, en fait, c'est, si on prend l'origine germanique en fait du nom, c'est Verbok, c'est-à-dire l'homme bouc. Et c'est donc un bouc à visage humain. Ok. Hein, euh, et qui réside dans le château et qui est, quand il entend du bruit, quand il entend des êtres humains, je dirais à des heures incongrues, eh bien, bon, il surgit et bon, c'est alors, je dirais, l'énorme peur d'affronter ce personnage quand même un peu effrayant, quoi. Et alors c'est vrai que bon, il y a l'histoire, si je puis dire, de ces deux franchimontois qui, sachant qu'il y avait fatalement un trésor dans le château, s'étaient arrangés pour monter toute une expédition en grand silence. Ils avaient d'abord fait des repérages en plein jour pour voir où ça pouvait être. C'était du côté du puits, donc bon, il fallait. Euh, et alors, finalement, la nuit, très silencieusement, ils arrivent à retirer du puits le coffre, le fameux coffre au trésor. Mais au moment où le coffre arrive près de la margelle du puits, il glisse un petit peu et écrase la main d'un des deux voleurs, qui évidemment, aïe, non, il a parlé, le Verbouc l'a entendu, donc le Verbouc arrive au galop et nos deux voleurs, si je puis dire, n'ont que le temps de s'esquiver au plus vite loin du château. Et le coffre, lui, évidemment, il retombe dans le puits plus loin qu'où il était avant. C'est aussi un peu la morale de l'histoire. J'ai remarqué que on a aussi du côté Ardennes française des histoires de Verbouc aussi comme ça. Et j'ai l'impression que c'est souvent lié à un trésor, Oui, oui, oui. c'est une sorte de gardien. Ben oui, c'est-à-dire que le Verbouc est traditionnellement le gardien d'un trésor, je dirais un trésor abandonné, ou en tout cas, hein, dans le cas ici de Franchimont, c'est typique. Le sire de Franchimont est parti en croisade, peut-être d'ailleurs est-il mort. Bon, donc son trésor reste là en attente, on ne sait pas très bien quoi. Donc, ça peut être évidemment une proie assez attirante pour des voleurs, mais il y a ce gardien un peu diabolique, il faut bien le dire.
la bête de Staneux. Oui, Staneux étant la forêt qui entoure Theux. oui. Et bon, c'est une croyance, si je puis dire, qui remonte très loin, puisque en fait, euh, ce qu'on a appelé la bête de Staneux, au départ, c'est Arduina, Ah, d'accord. hein, donc la déesse de l'Ardenne, Mhm. qui est un centaure femelle en quelque sorte, et qui donc résidait dans cette forêt euh, aujourd'hui un peu policée, si je puis dire, mais enfin qui était une grande forêt comme autrefois. Et cette bête, bon, comme c'est Arduino, c'est en fait l'équivalent gaulois ou celtique de Diane chasseresse, Oui. bon, elle est munie d'un arc et donc elle tire des flèches. Et bon, c'est un personnage bon, qui est extrêmement jaloux je dirais, de ses pouvoirs, etc. Donc, il faut faire attention quand on la rencontre ou quand on l'observe, parce que, bon, elle vous décocherait rapidement la flèche qui pourrait vous être fatale. Donc, c'était considéré dans la région comme, surtout évidemment après la christianisation, comme un être malfaisant à qui finalement on attribuait quasiment tous les malheurs qui arrivaient dans la région. Bon, je ne sais pas moi, un charafouin qui versait, ben, c'est parce que elle était intervenue pour le pousser. Euh, Quelqu'un qui se blessait en forêt, bon, c'était de sa faute. Enfin, tous les malheurs, finalement, lui étaient attribués, si bien que il est apparu nécessaire d'essayer de la capturer. Et alors là, bon, les hommes du village se sont groupés pour monter toute une chasse pour attraper la bête de Staneux. Et finalement, ils ont réussi à la prendre dans leur filet. Euh, et elle a alors été amenée pour un jugement sur le pont de Polleur, donc qui était le gros village au pied du Stannu. Et alors, son procès a été rapidement mené, et alors son châtiment, c'était d'être jeté du pont de Polleur dans la Hogne, qui est donc la rivière qui passe. Alors vous comprenez que euh, elle, effectivement, on l'a jetée à l'eau, mais ce n'était pas vraiment un châtiment qui pouvait la tuer, donc elle s'est sauvée. Mais alors, ce qui est resté comme, je dirais, élément traditionnel de ça, c'est que, en fait, le dernier marié de l'année ne s'était pas joint au groupe des hommes de Polleur pour aller à la chasse. Bon, parce qu'évidemment, il préférait rester près de sa jeune femme. Et alors, c'est à lui qu'on a fait aussi un procès parce que c'était vraiment une sorte de trahison, Ouais. c'était un courard, etc. Et donc, bon, ben, c'est un procès qu'on fait encore tous les 2 ans à Polleur. En tant que simulacre Ah de oui, cette oui, fête, en oui, oui, fait. oui. Et alors, Ah oui. en fait, on va déposer, quelques hommes de Polleur vont déposer, je dirais, une figuration de la baie de Stanley dans la forêt. Et puis alors, le dimanche matin, bon, ben, il y a la traque. Et donc, la population essentiellement masculine va chercher enfin, essayer de trouver l'endroit où on a mis cette bête de Stanley. On la ramène à Polleur. Il y a le procès, mais alors qui devient le procès du dernier marié. D'accord. Mais c'est étonnant parce que ça renvoie vers une interrogation que je me pose depuis longtemps. On a l'impression que du côté belge, que Ardennes belge, par rapport au côté français, on a plus gardé ces traditions-là.
il y a beaucoup d'événements, de ducasses, des processions. On parlait des sorcières, mais à Sunny, par exemple, Oui, il y oui. a pareil, une sorte de Ah oui, là, c'est procession. absolument atroce de faire le procès de brûler Ouais, des sorcières qui finalement, moi je dis, sont allez, à 95% ouais, des personnes innocentes et même ouais. bienfaisantes, mais qu'on craignait justement parce qu'elles avaient des connaissances qui dépassaient celles Celle des autres. des autres, Comme oui. elle est mortelle. Mais c'est vrai on voit souvent des événements comme ça, et ça dure depuis très très longtemps, alors que nous, côté français, alors peut-être que c'est je me pose la question, je me demande si c'est pas l'industrialisation qui a fait qu'on a oublié un peu tous ces trucs-là. Mais c'est une constatation que je fais que c'est quand même très, très enraciné du côté belgique. Du côté belge, effectivement, les traditions, bah, il faut dire que la forêt d'Ardennes était quand même, je dirais, si je puis dire, un grand espace qui était relativement peu fréquenté. Enfin, Ouais, il y avait des villes à peu près tous les 30 kilomètres le ouais, long de la ouais, Meuse, d'accord. etc. Il y avait évidemment d'autres agglomérations, mais la forêt était quand même un élément très déterminant euh, qui fatalement, peut-être par le biais des veillées, et là je fais tout de suite une allusion aux veillées, parce que les veillées n'étaient pas, je dirais, des soirées à compte, hein. En fait, les, les veillées réunissaient quelques voisins pour, je dirais, une fois que les travaux des champs étaient terminés, donc à la mauvaise saison, et bon, ça épargnait le feu, puisque donc le bois de chauffage, parce qu'on était chez un seul, si je puis dire, à plusieurs ménages. Mhm, Même chose pour les moyens d'éclairage. Et alors, ben, c'est là qu'on faisait 36 travaux de ravaudage, de vannerie, enfin je dirais des petits travaux de ce genre-là, mhm. en se racontant les nouvelles, en demandant peut-être à un tel qui avait le talent de raconter des histoires, bon, de reprendre tel ou tel événement. Et c'était comme ça aussi que, je dirais, les jeunes générations étaient mises au courant des traditions de l'endroit. Donc, ça, je crois que c'est très important de se rendre compte que les veillées servaient à tout ça. Et bon, c'est donc quelque chose qui est important, mais qui ne correspond pas du tout à une, euh, une image qu'on s'en est faite, peut-être au 19e siècle, où on considérait que, ah ben oui, on allait à la veillée, comme aujourd'hui on irait, je ne sais pas moi, à un bal ou quelque chose de ce genre. C'était plus un vrai temps dans la journée, quoi. C'était pas une distraction Ah non, 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 forcément, non, c'était vraiment un. bon, c'était, je dirais, après le souper, Ouais. hein, ben, on se réunissait euh, pour différents travaux, enfin, je dirais des petits travaux Mhm, qu'on pouvait faire comme ça à l'intérieur. mhm, Et aussi pour échanger un peu les nouvelles. Ah bah oui, le fils d'un tel, il a été jusqu'à telle ville, il est arrivé ceci ou ça. Ah oui, ben moi, il y a un sanglier qui est venu abîmer une partie de mon champ. Enfin, vous voyez, des tas de choses comme ça. Et puis alors, ben, on se racontait des histoires, bon, qui pouvaient être des histoires drôles, mais qui pouvaient aussi être des histoires où nécessairement le fantastique arrivait presque fatalement, oui. parce que je crois que on se pose toujours des questions, et le propre des légendes, c'est un peu la différence avec les contes, c'est qu'une légende est toujours une réponse à une question qui se pose, peut-être parce que tel endroit a telle configuration, ou parce que euh, tel événement se produit dans telle circonstance, etc. Et alors là, évidemment, comme les connaissances scientifiques étaient quand même un peu réduite, Limité. eh bien le fantastique était le moyen de donner une réponse, je D'accord. dirais, intelligente en quelque sorte, Mhm, à une question qui se posait et qui ne pouvait pas rester tout à sans fait. réponse. Mhm.
Oui, comme une sorte oui, c'était une sorte de palliatif à ça, Oui, justement. oui. Et il faut d'ailleurs remarquer que fort souvent, même dans les récits fantastiques, euh, beaucoup de choses reposent sur une observation très précise de la nature ou de tel ou tel événement. Mais bon, comme on n'en connaît pas la cause scientifique que nous connaissons aujourd'hui, bien Maintenant. souvent, eh bien, on inventait le chemin pour avoir la réponse, quoi. Peut-être l'histoire de la Poralée, qu'on retrouve dans d'autres régions aussi, Oui. hein. En France, ça s'appelle parfois le purlieu. Et en fait, ici, ça se situe, je dirais, sur la commune actuelle d'Éouaille, Mhm. donc avec notamment Remouchant, Ça célèbre par faisait sa grotte, sa etc. grotte. Et en fait, c'est une histoire qui remonte, semble-t-il, au début du XIIIe siècle. Mhm. Le seigneur de Remouchant voulait partir très tôt à la chasse, donc il avait demandé à ce qu'on appelait son chasseur, donc son maître de chasse en quelque sorte, de l'éveiller assez tôt. Et lorsque ce maître de chasse qui s'appelait Empereur vient veiller son seigneur, celui-ci lui dit, mais enfin, tu m'éveilles beaucoup trop tard, on a perdu du temps, etc. L'autre lui dit, mais excusez-moi, Seigneur, mais le soleil n'est pas encore levé, et bon, vous avez tout le temps qu'il faut. Euh, un petit peu fâché quand même, le Seigneur lui dit, écoute, euh, je suis certain que j'ai raison, et je te promets que, euh, voilà, si tu pars maintenant et que tu reviens avant que le soleil soit levé, eh bien, le tour que tu auras fait, les terres qui sont dedans seront pour toi, donc tu auras des droits dessus. Et Empereur monte sur son cheval et commence évidemment à courir, mais il est aidé par Saint-Pierre qui, je dirais un petit peu comme Gédéon, ralentit peut-être un peu l'arrivée du soleil. Toujours est-il que Empereur entoure, hein, si je puis dire, un assez vaste territoire. Et quand il revient auprès de son maître, effectivement, le soleil commence à peine à se lever. Donc, le seigneur de Remouchant est bien obligé de tenir sa parole. Et c'est comme ça que je pense, jusqu'à la Révolution française, il y a eu, et encore, ça a été encore évoqué plus tard, il y a eu des droits euh, pour les habitants de cette zone, donc entourée par la Poralée, des droits, donc des libertés que le reste de la population n'avait pas nécessairement, que ce soit ce qu'on appelle les droits d'aisance, etc. Donc c'est une histoire assez intéressante parce que bon, ben, c'est peut-être le début d'une autre façon de voir la société à cette époque. Complètement. On retrouve disons des nains, ce que j'appellerais des nains de légende, Mhm. parce que c'est aussi bien les pygmées en Afrique que sur d'autres continents, des êtres, disons, plus petits. Mhm. Bon, ça tient à diverses choses. Il y a évidemment le fait que l'alimentation autrefois était quand même, Les gens étaient plus petits, euh, en je dirais, général. d'une autre qualité, encore qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est C'est un, souvent trafiqué, mais c'est un enfin autre, bon. c'est un autre problème. Mais c'est vrai que euh, nécessairement les peuples étaient généralement plus petits, à Mhm. part quelques exceptions qui étaient alors les géants, bon, enfin qui étaient des gens qui atteignaient peut-être parfois 2 mètres, mais bon, hein, Ok, c'est quelque chose. mais c'était assez exceptionnel. Et alors en plus, il faut bien se rendre compte que pas mal de peuplades
ont vécu dans les grottes, pour une simple question d'abord d'habitation et aussi de protection, hein. Donc, les grottes, c'est sûr qu'il y a parfois de grandes salles dans les grottes, mais les passages sont quand même souvent très restreints. Donc, je dirais que c'était assez normal, avec le type d'alimentation qu'on avait, que les gens restent petits, parce que bon, ils vivaient dans un milieu qui, d'une certaine façon, les poussait presque à cela. Et donc ça se trouve, ça, finalement, sur tous les continents. Je crois que c'est vrai que euh, les légendes, notamment, permettent à l'imagination je dirais, de se délier, hein. Et il faut bien reconnaître que à notre époque, avec les moyens de communication qu'on a, mais qui sont aussi très souvent des moyens d'isolement, parce que, bon, je plains beaucoup les jeunes qui vont avoir des pouces énormes, euh, à force de faire ça, mais qui ne parlent pas à leurs voisins, hein, mais peut-être à quelqu'un qui est dans la pièce à côté ou quoi, mais bon, Par le filtre de l'écran. oui, oui, hein. Donc, je pense que les légendes offrent justement cette espèce de liberté à l'imagination. Et il faut aussi, cependant, faire attention à ce que j'appellerais la disneyisation, parce que là, alors, on commence à avoir je dirais, des types de personnages, bon, qu'on retrouve avec des coiffures ou des habits différents, mais enfin, c'est une espèce de moule, hein, ou de grille, si je puis dire, qu'on place et sur laquelle, finalement, les personnages jouent toujours plus ou moins les mêmes rôles. Et je crois qu'il faut aussi faire attention au fait que le fantastique, encore une fois, ce n'est pas n'importe quoi, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est une réponse à une question. Et c'est parfois un peu désolant de voir que finalement je dirais des réalités de terrain ne sont plus du tout comprises aujourd'hui par, je dirais, c'est peut-être un peu méchant, des citadins qui ne peuvent pas imaginer qu'on vivait dans la campagne, dans les forêts, avec une toute autre mentalité que la mentalité finalement très, je veux dire, très fermée des villes qui effectivement étaient entourées de murailles. Donc je crois qu'il faut bien se rendre compte de cette espèce de liberté, mais aussi de nécessité des légendes, parce que ce sont des choses qui aidaient à vivre. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vraiment la médiatisation intense à laquelle nous sommes soumis permet vraiment cette liberté. Oui, ou aussi le fait que la plupart des gens qui aiment le fantastique ne voient presque que le côté superficiel aussi du fantastique, Oui, c'est-à-dire oui, oui. Et alors là, évidemment, je dirais que on retombe un petit peu dans ce que moi j'appelle la critique d'Halloween, parce que on en reste là à je dirais, des apparences, peut-être terrifiantes, etc., mais qui vident complètement euh, l'idée de base. En bref, pour Halloween, bon, Halloween était une fête très conviviale, puisque les morts pouvaient revenir pendant 3 jours chez les vivants, et l'inverse, ce qui fait que bon, les amis ou les parents pouvaient se rencontrer. Et enfin, je passe sur toutes les traditions. Enfin, euh, c'était donc une fête celtique, la fête de Samhain, qui a été célébrée notamment en Irlande de façon tout à fait courante, avec des éléments. Bon, ben, on représentait les morts avec
je dirais, une vieille betterave, mais quelque chose qui était... On n'allait pas prendre la plus belle betterave pour en faire une tête lanterne. Non, on prenait plutôt une betterave, je dirais, mal foutue ou un navet mal foutu, parce qu'on ne gaspillait pas la Oui. nourriture. Et alors, quand en 1848, si je ne me trompe, il y a eu une très grande famine en Irlande et que toute une partie de la population irlandaise est partie vers les États-Unis, avec bien sûr son sac de légende sur le dos. Bon, ben ça a continué aux États-Unis, mais peut-être avec d'autres légumes, je pense au potiron. Hein, et alors là, mais encore une fois, on ne prenait pas n'importe quoi, on prenait des légumes qui ne se seraient pas bien vendus ou quoi. Et puis alors, bon, ça s'est peut-être développé avec un certain sens commercial pour les marchands de potirons, disons-le comme ça. Et on en a fait alors une question de monstre. Enfin, plus c'était effrayant, mieux c'était. Et dans les années, si je ne me trompe, 1970-80, on a importé, enfin réimporté, puisqu'elle venait d'Europe, on a réimporté cette fête chez nous, mais dans des buts essentiellement commerciaux. Et alors, on en a fait vraiment un festival de l'horreur dans lequel interviennent les choses les plus effrayantes possibles. On y a mis les sorcières, fatalement. On y a mis, je sais pas moi, des araignées, en fait, tout ce qui peut faire peur. Et plus c'est effrayant, mieux c'est. Je trouve que c'est extrêmement malheureux parce que ça vide complètement l'ancienne fête de Samhain, qui d'ailleurs a été à l'origine, si je puis dire, de la date actuelle de la Toussaint, parce que la Toussaint était une fête qui se baladait, disons plus ou moins en été, et devant le succès que tenait encore dans la population cette fête de Samhain, eh bien, l'Église a mis la fête de Toussaint et des défunts exactement au même moment, c'est-à-dire au début novembre. Donc, bien sûr, pour les écoles, c'est l'occasion de faire des bricolages un peu effrayants ou d'apprendre aux enfants à faire de la soupe au potiron, quoi. Hein. Mais je trouve que c'est extrêmement malheureux qu'on ait vidé cette fête qui était vraiment très conviviale de tout son sens pour en faire quelque chose qui finalement est effrayant. Je pense que les légendes, effectivement, sont quelque chose de nécessaire, qui était en tout cas nécessaire dans la vie courante. Et je vais en prendre un seul exemple, mais on pourrait en trouver d'autres. C'est quelque chose qui est aussi connu en Ardennes sous le nom des Vierges à répit. Hein, et Dieu sait s'il y en a, que ce soit à Viot ou d'autres. Et en fait, il faut bien se rendre compte que euh, on croyait très fort à ce qu'on appelle la grande chasse, qui est un phénomène qu'on retrouve dans tout le monde celtique. Donc un seigneur maudit qui cavale à travers le ciel et l'éternité finalement, à la tête d'un groupe de chasseurs de son espèce et de chiens, etc., et qui traque à travers l'éternité, finalement, un gibier qui n'attrapera jamais. Mais ce seigneur est un seigneur maudit, donc c'est assez effrayant. Bon, ça se retrouve sous différents noms, je dis dans toute l'Europe. Et évidemment, il y a des moments où c'est particulièrement sensible, avec les tempêtes d'équinoxe, etc. Et bon, l'histoire dit toujours qu'un beau jour, un paysan d'Ardennes a mis au défi le chasseur maudit de lui donner sa part de chasse. Et quelques heures après, euh, est tombé je dirais, dans la ferme de ce paysan, euh,
un bébé mort-né ou des morceaux de corps, etc. Ce qui fait que, bon, c'est évidemment assez effrayant parce que la croyance officielle de l'Église était que un enfant mort sans baptême, eh bien, ne peut pas être enterré dans un cimetière chrétien et va errer toute l'éternité sans pouvoir, je dirais, arriver à la contemplation de Dieu. Donc, il y avait cet enfant, en fait, rejoint la horde du chasseur maudit. Donc, il y avait cette énorme crainte d'enfants qui naîtraient mort-nés, si je puis dire, et qui donc sont en quelque sorte damnés pour l'éternité. C'est tellement vrai qu'il existait même des seringues, je dirais d'eau bénite, que la sage-femme utilisait si elle se rendait compte que le bébé qui allait sortir de l'utérus était en fait ne serait pas viable, donc on le baptisait in utero, quoi. Hein. Et bon, donc là c'est extrêmement important de se rendre compte que dans un village, spécialement dans la vallée de la Semois d'ailleurs, lorsque une femme était sur le point d'accoucher, on faisait, si je puis dire, le maximum de bruit convenable, mais enfin, que ce soit dans des prières ou d'autres choses, pour éviter qu'elle n'entende que éventuellement la grande chasse était en train de passer. Donc là, je pense que les légendes faisaient vraiment partie de la vie quotidienne, et donc c'était la belle solution, si je puis dire, c'était les vierges à répit, puisque là, on pouvait leur amener un enfant mort-né qui ressuscitait le temps d'être baptisé. Hein, mais c'était donc dans des lieux très précis, comme je dis, comme Aviot et d'autres. Mais donc c'était quelque chose d'extrêmement important que cet enfant puisse revivre quelques minutes grâce à la Vierge à répit, mais qui est, je fais remarquer bien souvent, une statue très ancienne et probablement pré-chrétienne, mais vêtue, je dirais à la mode médiévale en quelque sorte, hein. Donc pour que l'enfant puisse être baptisé avant de, si je puis dire, remourir et donc pouvoir aller au paradis. Albert, merci beaucoup, un grand merci pour ce beau témoignage. Alors en fait, tu conclus finalement ce premier voyage qui était donc le tour de l'Ardenne. Et donc la direction prochaine pour moi, c'est évidemment la Bretagne. Alors on ne pouvait pas faire meilleure transition, puisque tu as écrit donc un livre assez important d'ailleurs là-dessus. Ardennes et Bretagne, les sœurs Les Sœurs lointaines, oui. lointaines, voilà, donc on va faire le lien. Eh bien oui, parce que en fait, l'Ardenne, on oublie parfois que c'était une terre celte, je pense, de grande importance. La Bretagne, c'est mieux connu comme telle, parce que d'une certaine façon, la Bretagne est restée plus isolée, je dirais, des grands courants qui ont traversé l'Europe et qui nécessairement ont touché l'Ardenne. Mais ce n'est pas du tout étonnant que d'un côté comme de l'autre, si on creuse un petit peu, et si on regarde notamment les légendes et les croyances avec un œil un peu averti, eh bien, nécessairement, on retrouve des choses tout à fait voisines, ou, je ne veux pas dire communes parce qu'on peut mal comprendre le mot, mais en tout cas, des choses qui étaient vécues d'un côté comme de l'autre, et qui, peut-être, l'Ardenne étant restée quand même longtemps une grande forêt, donc une façon d'isoler en quelque sorte un peu plus la population. Donc tout ça, ce sont deux phares en quelque sorte à côté du grand bloc de la France qui bien souvent
sous le prétexte de la raison, a quand même fort entamé en quelque sorte tout un patrimoine qu'on retrouve, je crois, qu'on retrouve en France, mais qui doit vraiment remonter de très loin, alors qu'en Bretagne et chez nous, en Ardennes, eh bien, c'était quand même plus proche je dirais, de la surface, quoi. Eh ben, c'est parti pour la suite de l'aventure. Donc, je pars dès l'instant vers le grand large. Eh bien, bonne route.